En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver dans Esprit Montagne avec nos sommets au soleil. Enfin, l'été arrive avec tout un tas d'activités pour vous régaler. Vous qui étiez en manque de montagne, tous les acteurs du tourisme en montagne sont prêts pour vous recevoir. Et on est là justement pour vous donner l'envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. Et Laurent, visiblement, ça séduit beaucoup de personnes. Déjà, bienvenue, rédacteur en chef de Ski Chrono. Merci Lucille, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, les clignotants sont au vert puisque selon les indicateurs de Savoie-Mont-Blanc ou de l'Association des maires de stations de montagne, la montagne aurait un pic de fréquentation de plus de 25% par rapport à l'année dernière qui était déjà une belle année après le confinement. Donc on est sur des chiffres records depuis 10 ans avec des différences entre les massifs. Les Pyrénées, alors quand on parle de pic, les Pyrénées sont toujours bien placées, ils sont à plus 56%. D'autres sont un peu moins, mais voilà, on a cette fréquentation à la hausse avec les stations-villages qu'on le vend en poupe et un mois qui va être déterminant, comme souvent, entre le 14 juillet et le 15 août. Alors, voilà. On parle seulement d'intention de séjour pour l'instant. Oui. La crise sanitaire semble reculer. Pour l'instant, il faut toujours rester bien évidemment très prudent et surtout vous renseigner aussi sur les conditions d'accueil et des hébergements si, bien sûr, vous allez rejoindre, comme on le dit, cette valeur refuge qui est la montagne et qui va vraiment vous permettre pour ces vacances de prendre un bol d'air. Un bol d'oxygène, peut-être le frais aussi puisqu'on annonce 3 mois assez chauds. Donc voilà, ça peut faire le bonheur de cette destination. Absolument. Et on va bien sûr essayer de vous en convaincre ici avec plusieurs acteurs venus des territoires de nos massifs, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Franck Perron d'ailleurs, vous êtes ici pour nous parler de buller les pieds dans l'eau au Val-Bonheur. Oui. C'est dans le Val-Bonnet. Et vous allez nous présenter vos activités qui ne manquent pas de dépaysement. Et pourtant, c'est à 2 pas de chez nous. On vient vers vous dans un petit instant. Et puis, Laurent Chrétien, vous êtes le vidéaste de l'équipe de France de ski. Vous êtes le responsable des relations médias. On va faire tout de suite votre connaissance dans le grand angle. Ça tombe bien. Bonsoir. C'est votre métier. Laurent Chrétien, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Ça fait quoi de se retrouver dans un écran cette fois-ci, vous qui avez toujours l'habitude de le regarder à travers, de voir de l'autre côté du miroir? Ça fait un peu bizarre, mais bon, faut que je fasse aussi faut que je travaille ça aussi, comme ça me donne des billes supplémentaires pour me corriger moi peut-être, et puis aider les athlètes ensuite. Vous êtes un acteur incontournable de cette équipe de France de ski. Télé Grenoble a pu d'ailleurs vérifier. Vous êtes un grand facilitateur en ce qui concerne les relations médias, mais également un pourvoyeur d'images, puisque vous les réalisez. Vous suivez les skieurs au plus près, d'ailleurs, lors de leurs entraînements, lors de leurs compétitions. Et on vous remercie d'ailleurs, au nom de toute l'équipe d'Esprit Montagne, pour cet état d'esprit et vraiment cette facilité que vous pouvez nous donner ici lorsqu'on recherche toujours des images de nos athlètes pour les suivre pendant toute l'année. N'est-ce pas, Laurent ? C'est l'exemple d'une reconversion réussie. Laurent était entraîneur historiquement. Il a été longtemps dans les Aravis à Manigo, au club de Manigo. Après, il est rentré à la Fédé, Coupe d'Europe. Il a entraîné les filles de la Coupe du Monde en vitesse, c'est ça ? Oui, les filles de la Coupe du Monde en 98-99, Coupe d'Europe, recoupe du Monde derrière. Voilà. Et puis à un moment, il a décidé de passer un petit peu à autre chose. C'est pas toujours évident parce que quand on est entraîneur, il faut lever quelques freins pour être après dans une autre mission où on doit être facilitateur, prendre toutes les contraintes des médias et des athlètes, des staffs aussi. Donc il a un rôle charnière et c'est assez délicat à faire, mais il le fait plutôt bien. Oui, et puis finalement, c'est l'aubaine d'avoir dans un staff aussi, dans une équipe de France, une personne qui connaît le fonctionnement, donc qui connaît aussi les codes de ces équipes de France, qui connaît aussi les attentes des journalistes. Vous avez été à la fois des 2 côtés, donc est-ce que finalement, c'est pas ça qui a facilité aussi votre intégration à ce poste-là ? De toute manière, oui, c'est clair que le fait de connaître un petit peu les deux, quand j'étais à la Coupe du Monde, on est sollicité forcément par les médias, puisque j'étais responsable de groupe.
de connaître surtout l'environnement, de connaître les codes, ce que tu dis par rapport aux athlètes, les coachs, etc. Il y a aussi, suivant les disciplines, il peut y avoir des choses un petit peu différentes, hommes et dames, les circuits, etc. etc. Donc tout ça a facilité grandement mon travail. C'est une reconversion à la fois presque facile, je dirais, parce que c'est dans le milieu dans lequel j'ai toujours évolué. Mais malgré tout, c'est quand même un métier différent, avec une approche différente et avec des projets complètement différents. Parce qu'il y a tout le côté média, mais il y a aussi une palette assez large sur lequel on peut travailler. Il y a le développement, les médias training avec les jeunes, il y a tout ce qui est lié aussi aux entraîneurs. Il y a des contenus qui peuvent être faits, qui vont regarder plus tout ce qui est, on va dire, le côté technique, etc. Puis des contenus beaucoup plus grand public. Donc voilà, la palette est assez large et c'est moi ce qui m'a intéressé au départ dans le projet. Vous étiez particulièrement sensible à la vidéo aussi, puisqu'on sait que vous êtes le vidéaste aussi de cette équipe, donc. Alors j'essaye de faire beaucoup d'images. Je ne suis pas tout seul dans ce rôle. Il y a aussi Lionel Laurent qui s'occupe du biathlon, qui fait la même chose que moi. Je suis entouré avec une équipe à la fédération qui m'aide évidemment dans le travail qu'on fait. On sous-traite aussi beaucoup de choses avec une société de production qui s'appelle Pixpocket, qui est en fait FFS TV. Donc je fais effectivement des images. J'ai fait une formation par rapport à ça à la fin de ma carrière de coach. Et elle devait être bonne cette formation parce qu'elles sont très sympas vos images. C'était à l'INA, donc je sais pas si. Mais en tout cas, non, mais j'aime filmer. J'aime aussi. Alors moi, je suis pas là pour faire. Je suis pas journaliste. J'arrive pas en me disant je vais faire telle chose. Moi, ce que je fais, je filme. Je filme ce qui se passe sans déranger. Je sais où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Je sais ce que je peux faire avec les athlètes, avec les coachs. Et de tout ça, quand je récupère les rushs, j'en fais une histoire. J'ai pas l'approche où je dis je vais faire telle histoire parce que moi, je suis pas là pour entre guillemets déranger. Je suis simplement là pour être un peu l'interface entre le public, de ce qu'on peut voir dans une équipe et ce que je peux amener moi un petit peu en plus-value en termes d'image, que ce soit en termes de contenu inside, etc. Mais il y a aussi forcément l'objectif qu'on montre ce qui se passe au sein des équipes de France. Et ils vous chahutent un peu non, franchement, non. Après, les athlètes, les athlètes, ils peuvent chahuter parce que on est aussi dans un univers qui a vraiment évolué. Moi, quand j'étais coach, c'est pas si vieux que ça, mais maintenant, les réseaux sociaux ont pris tellement d'ampleur que quelque part, la génération qui est là en place, elle a l'habitude aussi de ça. Elle se met en scène d'une certaine manière. Il y a aussi une demande forcément des partenaires qui ont besoin d'avoir des contenus pour mettre en valeur aussi leurs produits, entre guillemets. Mais les athlètes ne sont pas des produits du tout. Moi, je le vois comme ça, le côté humain est hyper important, le côté relationnel. Et à partir de ce moment-là, c'est de mettre aussi en valeur, parce qu'on ne se rend pas trop compte forcément, quand on regarde une Coupe du Monde de ski, quel est le travail qui est mis en place pour faire cette minute 30 ou ces 2 minutes de course ou ces 2 manches. Et c'est un travail qui est énorme, qui est aléatoire, avec toutes les inconnues qu'on peut connaître dans le sport de haut niveau. Et moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de montrer ça. Et c'est aussi de montrer ce que fait le staff, parce qu'on le met peu en avant. Le staff, il va des entraîneurs, mais il y a les kinés, il y a les techniciens, il y a tout ce qui gravite autour de l'athlète, quoi. Et ça, c'est important pour moi d'essayer de le valoriser, quoi, dans le bon sens du terme. On n'est pas là pour cacher des choses, mais on est là pour vraiment montrer ce qui se passe en restant le plus juste possible, quoi. Dans votre mission, il y a aussi la relation avec la presse, les médias. Ouais. Est-ce que ça reste toujours compliqué de gérer les demandes des médias avec les exigences de l'athlète qui doit aussi récupérer, le staff qui a toujours un peu tendance à vouloir protéger ses athlètes vis-à-vis de ces interactions extérieures? Comment vous gérez ça? Alors, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la confiance qui règne permet déjà entre guillemets, c'est pas de tout faire, mais de faire beaucoup de choses. Moi, je suis partisan d'accepter toutes les demandes, qu'elles viennent d'un petit média, si on veut dire, ou de plus gros médias. Et je pense que depuis que je fais ce travail avec l'Alpin, je crois que j'ai pratiquement tout accepté, sauf des demandes qui parfois sont incohérentes, ce qui peut arriver quand on ne connaît pas les disciplines. Par exemple, on dit à un athlète, tiens, j'aimerais que vous veniez en plateau cet hiver pendant les Coupes du Monde, c'est pas possible si c'est à Paris, etc. Maintenant, on gère au mieux, on essaye pas de trier, mais d'avoir une hiérarchie. Il y a forcément des athlètes qui sont beaucoup plus demandés. Alexis, par exemple, Pinturo a forcément beaucoup plus de demandes que d'autres athlètes. Bon, Alexis, il y a aussi Roman Pinturo, sa femme, qui est son attaché de presse, et on travaille ensemble, évidemment. Donc là, après, il y a une gestion d'agenda qui est faite. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout faire. Je sens très peu, franchement, entre guillemets, le côté les coachs qui vont freiner. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de diluer au mieux quand il y a beaucoup de demandes. Par exemple,
quand on a un programme où les courses s'enchaînent. Un Alexis, c'est un bon exemple, ou un Victor Muffajandet, il a un slalom, il a un géant, le lendemain un slalom, donc il faut peut-être freiner s'il fait une bonne course au géant pour essayer de travailler, de faire sa récup correcte, donc d'avoir vraiment l'aspect sportif en avant, mais il ne faut pas refuser non plus. C'est hyper important. Et puis apprendre aux athlètes que bon, gagner, ok, on travaille, mais quand on perd, il faut aussi répondre, il faut être là. Et ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on peut imaginer les déceptions. Et ça passe aussi par une formation de fond sur lequel on essaie de travailler avec le Pôle France, par exemple avec les jeunes, pour qu'ils soient conscients aussi de ça. Et le but, c'est pas de formater, le but, c'est que les athlètes soient eux-mêmes devant les médias, qu'ils aient les codes appropriés et d'essayer au mieux de répondre à toutes les demandes. Par exemple, Ski Chrono, forcément, est plus proche de nous, puisque vous travaillez beaucoup. On pourrait en parler tous les jours, avoir un Pinturo tous les jours. Voilà, exactement. Et nous, l'objectif, c'est de canaliser. De canaliser, mais à la fois de répondre à l'offre, quoi. L'offre, et puis de proposer une offre qui tienne la route, dans le bon sens du terme. Là, on va rentrer dans une année olympique. C'est forcément des années un petit peu particulières. Vous vous êtes préparé un petit peu à gérer l'afflux des demandes médiatiques, en sachant que tout le monde n'ira peut-être pas en Chine, donc ça va se faire aussi pas mal en amont. Comment vous vous organisez ? Alors là, en fait, c'est vraiment une année particulière. Alors, non. Parce que, non, mais il y a, quand on connaît un petit peu l'influence que peuvent avoir les événements, il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. C'est que là, il y a les championnats d'Europe de foot. Donc il y a vraiment un intérêt autour de ça. Derrière, il y a les Jeux. Encore un intérêt très fort. Là, je parle vraiment médiatique global. Donc à mon avis, nous, en tout cas, là, actuellement, on a très peu de demandes. Alors il y a des demandes des médias qui nous suivent toujours de près. Par exemple, Ski Chrono, ou même l'équipe qui est assez régulièrement, RMC un petit peu. Mais là, il y a peu de Télé-Grenoble, Télé-Grenoble. On peut avoir une accrète pour Pékin. Exactement, mais il y a peu. Alors donc, il faut préparer effectivement ça en amont. Moi, je pense qu'il faut. C'est pour ça qu'on essaye de faire du contenu et justement pour ça. Mais après, plus on va se rapprocher de l'événement, on va se retrouver au mois de septembre. Est-ce qu'il y aura le J-100 qu'on fera à Paris? Ça, on ne sait pas parce que ça va dépendre aussi des conditions sanitaires. Là, on est en coopération complète avec le CNOSF parce que c'est eux qui ont les clés. Voilà, ce sont les Jeux. Et après, sur place, on subit vraiment une organisation. Quand je dis subir, dans le bon et mauvais sens du terme, parce qu'il y a des choses qui sont hyper rigides et qui même, je trouve, parfois sont limites, quoi, en termes de. Là, je parle vraiment la possibilité qui est offerte aux médias, parce que ça coûte en plus très cher, de retransmettre une information qui soit de qualité, quoi. Et bon, voilà, mais ça, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, le travail, il est avec cet objectif. Et nous, forcément, on se sert un petit peu ça d'une manière, c'est pas que c'est vendeur, mais de dire, voilà, c'est les Jeux cette année, mettez la lumière sur nous, c'est important, quoi. C'est important et surtout avec ces événements qui sont reportés, qui se télescopent un petit peu. C'est pour ça que des demandes, vous auriez dû en avoir si tout avait été normal. Aujourd'hui, on réagit presque, non pas au jour le jour, mais semaine après semaine. Bon, belle aventure en tout cas et merci. Tenez-nous bien au courant et avec toujours autant d'efficacité. Merci encore à vous. Avec, eh bien, on a dit qu'on faisait un petit focus cette semaine sur les événements et pourquoi pas proposer une journée de récupération les pieds dans l'eau dans le Valbonnet de l'équipe de France. Je vais vous laisser reprendre contact tout de suite. C'est le focus de la semaine. Focus sur les activités à ne pas rater pour cet été si vous voulez dépayser votre quotidien avec donc les pieds dans l'eau dans le Valbonnet. Alors Franck Perron, le Valbonnet, c'est pas très loin de nos studios de Télé-Grenoble par rapport aux Aravis dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. On est en fait très proche de Grenoble, en allant sur Bourdoisan par le col d'Ornon. Donc on est vraiment au pied du parc des Écrins, un lac dans le petit village de Valbonnet qui... C'est un village, on passe sur la route et on ne sait pas ce qu'on trouve juste en dessous. C'est ça, c'est à part. Hein. C'est à part, complètement à part. C'est une route sans issue. On y vient parce qu'on vient là, on ne passe pas. Donc c'est un lieu secret, quoi, comme on dit. C'est un peu ça. C'est secret, mais c'est une destination. C'est une destination. On ne vient pas là par hasard. Et nous, on a la particularité de ne pas proposer du sensationnel, mais... du vrai retour aux sources. C'est l'ADN du camping. On a un espace de 26 hectares entre le lac et le camping. Qu'est-ce que c'est le Valbonheur, justement ? Valbonheur. Alors, le camping Valbonheur, qu'on a nommé comme ça parce que Valbonnet, et que les gens nous disaient que c'était... avant, c'était le camping du plan d'eau, historiquement. Ouais. Voilà, donc... Plus plan, comme on dit, voilà. C'est moins marketing, moins vendeur.
Et donc voilà, retour d'expérience des clients première année, on a changé le nom pour l'appeler Valbonheur. C'était vraiment la sensation des gens quand ils étaient sur place. Avec du coup le plus de simplicité possible, c'est-à-dire profiter au maximum des éléments, le moins dénaturé. C'est ça la vraie demande des clients aujourd'hui ? Alors on a l'avantage d'avoir un site exceptionnel. En fait, le lac est alimenté par des ruisseaux qui passent par le camping. Donc on a une multitude de petits ruisseaux à travers le camping dans la forêt. Donc les emplacements, c'est assez facile, quoi. Il suffit de tondre l'herbe, nettoyer les ruisseaux pour que ce soit le plus propre possible. Et vraiment, les gens viennent chercher la nature, la simplicité, l'authenticité du site. On a des activités, mais on est plus tourné vers le paddle, le kayak sur le lac, le mini-golf. Enfin, on n'a pas de grand toboggan, piscine, etc. C'est assez doux, C'est très doux. D'accord. Est-ce qu'on parlait des indicateurs qui étaient plutôt au vert sur les massifs français? Est-ce que vous avez observé, vous, à titre personnel, que dans les pré-réservations ou les réservations, vous avez un frémissement, une hausse? Alors, on avait vraiment beaucoup de Français jusqu'à une semaine là. Et là, on a maintenant les Européens qui commencent à pointer le bout du nez. On sait que le 1er juillet, ce sera plus facile de voyager entre nous. Parce que nous, on a beaucoup d'Allemands, de Belges, de Hollandais. Mais les Néerlandais, on est un peu coincés avec eux. Aujourd'hui, on est la quarantaine chez eux. Donc, ils attendent vraiment un petit peu. Mais sinon, on a beaucoup de Français qui ont découvert leur région l'année dernière. Beaucoup de Rhône-Alpins qui sont venus en dépit d'aller ailleurs, en fait. Plutôt par dépit que par destination. Du coup, ils ont trouvé à 100 km autour de chez eux. Et ils iront volontairement la prochaine fois. Et ils reviennent cette année. Voilà. Voilà. Donc, et est-ce que vous devez les accompagner pour un petit peu les éduquer sur le canoë ou le VTT ou ces choses-là? Est-ce que vous sentez qu'il faut un petit peu les aider à découvrir toutes les activités du territoire? En respectant le territoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le parc des Écrins, par exemple, on laisse le chien, on ne peut pas rentrer dans le parc avec le chien, donc on le laisse. Il y a des règles. Les gens, on a quand même une grosse majorité de gens qui sont respectueux. Et parce que le site est tellement beau, je pense que quand ils viennent, ils ont vraiment envie de garder le site tel qu'il est. D'ailleurs, on a beaucoup de commentaires sur la propreté du site. Et je pense qu'on vient parce qu'on veut vraiment avoir du repos, de la ressource. Et voilà, les activités des enfants chez nous, c'est des activités avec des jeux en bois. On a des prestataires qui viennent avec des jeux en bois. Enfin, et ça a un succès fou. On a les châteaux gonflables, bien sûr, mais les activités, construction de petits bateaux avec des branches, des herbes et droit à rien d'autre qu'un petit couteau, ça, c'est vraiment l'atout et ce que les gens viennent chercher chez nous. Donc on peut se reposer avec des enfants, alors. C'est ça, tout à fait. Juste la température de l'eau. L'été, on est à 26. 26. Le lac est peu profond, il chauffe assez vite. Et alors c'est très familial parce que sur 20-25 mètres, on a de l'eau jusqu'aux genoux, à peine. Du coup, les enfants, c'est plutôt la pataugeoire. Et puis après, on va plus loin. Mais en tout cas, les enfants ont une aire de jeu très agréable. N'en dites pas trop, ça va se transformer en grande motte si on en dit un petit peu trop. C'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Voilà. On dit, gardez-le un peu secret parce qu'il ne faut pas qu'il y ait foule. Et donc, on a, nous, l'avantage d'avoir un camping qui est très, très gros par rapport aux emplacements. En fait, on a un nombre d'emplacements qui permettrait... On a 180 places, mais sur une surface comme celle-ci, on pourrait en mettre 1000. Combien d'hectares, vous disiez sur le... On a 11 hectares de camping et la plage jusqu'à on a une petite maison secrète cachée au bord du lac. Ça fait 26 hectares en tout. D'accord, il y a de la place. Mais voilà, on a beaucoup de place entre campeurs. Ça, c'est très important. C'est vraiment la demande cette année, c'est ça. Bon, si on ne vous a pas donné envie avec tout ça, donc renseignez-vous. Franck Perron, merci beaucoup. Buller les pieds dans l'eau au Valbonheur. Merci encore. Merci Lucille. On va pas très très loin de chez vous justement, mais beaucoup plus haut pour aller prendre un petit peu de fraîcheur avec ces images des Deux Alpes. La station est la première à avoir ouvert son glacier, vous le savez, aux skieurs cet été. Et elle vient également d'inaugurer une piste de VTT sur neige, accessible à tous et pas seulement aux participants de compétition, puisqu'il y en a aussi. Au départ de 3200 mètres, la Highway to Heaven offre, ça me rappelle une petite chanson, offre 600 mètres de dénivelé à pratiquer, de préférence entre 8h30 et 10h30. On vous laisse non pas avec cette chanson, mais avec ces images.
Est-ce que c'est votre truc, le VTT, peut-être, Camille, tout en haut des sommets, sur les glaciers? Moi, je suis pratiquant mais novice, hein, ouais. Ah, quand même. Ouais. On n'est pas tout terrain, alors, quand Ouais. on fait de la slack, Non. on s'imagine. VTT sur une slack, non, c'est... Ça a déjà été Ça a fait, été ouais. fait, On a hein. fait Ah ouais. une initiation il n'y a pas longtemps, là, Ouais. quelqu'un qui essayait en BMX de mettre un petit peu sur la slack, là, c'était bien drôle, ouais. D'accord. Bon, en tout cas, le public va comprendre que vous êtes un fou. On va voir ça d'ailleurs tout à l'heure. Ce que vous aimez, c'est les airs, c'est l'équilibre. Et les deux à la fois, ça donne des images quand même assez spectaculaires. Camille Le Guello, on vient vers vous dans un petit instant. Rose Bracelet également avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous, organisatrice plaisir. des événements outdoor pour la Haute-Savoie avec Inax Aventure et Jean-Yves Verbin. Bienvenue à vous. Alors, vous allez nous faire prendre beaucoup de hauteur avec la compagnie aérienne Avialp. Qu'est-ce que vous proposez? Alors donc c'est une société de transport agréée par la Direction générale de l'aviation civile. Et à ce titre-là, on organise un certain nombre de vols touristiques dans nos beaux massifs qui sont les Aravis, le Mont Blanc, etc. Et notre démarche depuis 2018 a été d'être plus responsable par rapport à l'environnement. Et donc ce projet a pris pas mal d'ampleur puisque en fait il a fallu rechercher un avion électrique et qui est en fait le seul avion que nous avons depuis 3 mois et qui est en fait agréé comme avion de transport. Actuellement, c'est-à-dire à ce moment-là, Voilà. cet avion, Et pour les 3 mois qui arrivent, sûrement... actuellement cet avion aujourd'hui est en train de faire le premier vol de la vallée de Chamonix à partir de Megève, puisque en fait cet avion a caractéristiques en autonomie relativement réduite, puisque en fait on ne peut voler que 50 minutes. Donc notre idée à Vialp, c'est effectivement de pouvoir proposer ce type de vol qui serait le survol du lac d'Annecy. Donc, voilà, pour l'instant, c'est ce que vous proposez au public? En fait, c'est lié aux technologies que nous avons, qui existent aussi dans les domaines de l'automobile, où en fait vous avez des limitations d'utilisation qui sont relativement restreintes, avec un ennemi important dans l'aéronautique qui est le poids. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 énormes batteries qui gênent, en fait, si vous voulez, à la caractéristique de ce vol. Donc, sur les images, on voit donc Didier, qui est instructeur, avec un jeune mécanicien, au-dessus du vol, au-dessus du lac d'Annecy, et c'est effectivement le premier vol qui a été réalisé en avion électrique sur la région Rhône-Alpes. Alors, est-ce qu'il fait du bruit, cet avion? Alors on va dire 50 décibels, c'est-à-dire une salle de restaurant un peu animée. D'accord. Donc 3 fois rien. On n'entend pas le restaurant plus d'en bas, alors? Par rapport à un avion normal de ce type-là, on serait à combien À 70-80 décibels. Donc l'expérience a été faite à Megève, l'avion passant à 300 mètres au-dessus du terrain, on l'entendait même pas. Donc c'est en fait tout l'intérêt de préserver un peu nos montagnes, et les utilisateurs, bien sûr, que nous sommes aussi. C'est-à-dire que en fait, cette démarche éco-responsable, elle est partie effectivement de cet élément-là, c'est-à-dire faire profiter à des personnes de la région ou extérieures à la région de vols touristiques en préservant en fait la qualité de l'environnement et de nos montagnes. Vous êtes vraiment inscrit dans cette démarche d'une consommation plus douce du tourisme en montagne. C'est une réflexion que vous aviez déjà depuis quelque temps? Oui, donc cette réflexion a démarré en 2018. On était lié quand même au choix des technologies. Comme je disais tout à l'heure, les modèles aujourd'hui d'avions, il n'y en a qu'un. Ça s'appelle le Pipistrel. Et donc, en fait, on a été limité à ce genre de choses. Mais notre projet... Comment, pardon? Le Pipistrel. Le Pipistrel. Et donc, le projet, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 600 terrains d'aviation en France, en herbe et revêtus, et de goudron. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir effectivement remettre en marche une aviation écologique régionale, avec, en attendant, des autonomies un petit peu plus importantes en fait, d'avions qui, aujourd'hui, sont un peu dans les bureaux d'études, mais ont du mal, effectivement, à avancer par rapport au problème de poids des piles, quoi. C'est aussi lourd qu'un ULM, à peu près? Oui, alors un ULM, si vous voulez, la définition entre un ULM et un avion touriste, la barre est à 450 kg.
Donc on est à peu près dans ces eaux-là. L'autonomie, c'est 50 minutes avec, comme dans toute démarche aéronautique, de la réserve. En général, pour les avions thermiques, c'est 45 minutes de réserve. Ici, on essaie d'avoir une barrière à 15 minutes, en sachant que les derniers vols, il faut effectivement faire très attention au fait que la piste soit effectivement dégagée, de telle façon que vous puissiez atterrir, car vous n'aurez plus la puissance. Vous ne pouvez pas les lâcher direct au resto, là en dessous, qu'on le voit, je ne sais plus le nom du film. Non, mais l'idée... C'est vraiment un trajet, vous proposez un même trajet qui est forcément limité, on l'a compris, par la limitation de l'autonomie. D'une part, et par rapport à la structure en fait, de l'entreprise, qui ne peut faire des vols commerciaux que d'un point A à un point A. Okay. Et donc, en fait, c'est retour. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire découvrir, parce qu'on est tous aussi un peu montagnards, notre belle région à travers un respect des personnes, de la faune et des installations. Petite question, quelle est la vitesse de vol 200 km/h. D'accord. En toute sécurité, avec vous en tout cas. Toujours. Ouais. C'est un principe de base de l'aéronautique. Voilà. S'il y a un doute, on n'y va pas. Absolument, c'est une capacité de pouvoir dire non. Tout à fait. Mais s'il y a des airlines, on n'y va pas. Il y a des conditions aérologiques qui sont... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en général, au niveau de cette saison, il est préférable en fait de voler le matin, dans la mesure où en fait le soleil va créer des cumulus et des turbulences. Alors c'est un petit peu turbulent, mais c'est absolument pas dangereux, ça peut effectivement se faire. Mais souvent pour des vols touristiques, quand c'est possible, on conseille de pouvoir voler soit le matin, soit l'hiver en fin de journée. Eh bien, ce sont les grands débuts de l'aviation électrique. On a hâte de connaître la suite. Ça. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Yves Herbin. Ça vaut le coup, bien sûr, d'essayer. Ça vaut le coup. Alors, je suis sûre que Camille serait hyper partant aussi pour aller passer la nuit sur une paroi, parce que le vide, le vertical, c'est bien. On va en parler justement avec Rose. Rose Bracelet, qu'est-ce que c'est que cette activité qui nous permet de, on va dire, dormir à la verticale au-dessus du lac d'Annecy? Eh bien, en fait, c'est une activité qui est en règle générale accessible aux grands grimpeurs qui grimpent des big walls. Ce qu'on appelle des big walls, c'est des grandes parois dont l'ascension nécessite de dormir sur place. Parce que c'est des parois qui, l'ascension peut durer jusqu'à plusieurs jours. Et en fait, l'idée est venue de Guillaume Avrizani et de Philippe Bateau, qui sont guides d'haute montagne et grimpeurs chevronnés, qui ont parcouru le monde à l'ascension, pour faire l'ascension des plus grandes voies, de l'Alaska au Groenland. Et puis, en fait, ils sont rentrés en France et ils se sont dit, mais ce serait génial de pouvoir partager cette vie en paroi, ce que nous, grands grimpeurs, on vit là-haut, les sensations que ça nous apporte. Et ce serait génial de pouvoir partager avec le grand public et de rendre accessible cet univers au maximum de gens. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi y être préparé, puisque les grands grimpeurs ont aussi l'habitude de ces géographies, de ces sensations, aussi de ces contraintes, alors que le grand public, en fait, n'y est pas toujours préparé. Donc, comment est-ce qu'on passe le pas? Parce que, pardon, mais ça fait peur, en fait. Oui, c'est vrai que les images sont très impressionnantes. Mais en fait, finalement, l'objectif, c'était de rendre cette nuit accessible. Alors en toute sécurité, parce que si on est sur une paroi, on se dit si je bouge, si je dors, si je vais remuer, je tombe en fait. Oui, on est attaché, je pense. Voilà. Alors comment ça se passe? Alors comment ça se passe? On fait l'activité à l'envers, on va dire. Au lieu de grimper une grande voie et puis poser le portaledge, ce qui nécessite du coup un niveau d'escalade, on part d'en haut. Et on part du Mont Verrier et on va faire une petite marche d'approche, environ une demi-heure. C'est très accessible. Et en fait, arrivé au sommet, on va faire une descente en rappel sur une trentaine de mètres pour arriver sur une terrasse naturelle. Et depuis cette terrasse, on installe les portaledges à quelques mètres au-dessus. Et puis, une fois que les portaledges, ce sont les tentes de parois, les lits suspendus, eh bien, une fois qu'ils sont installés, eh bien, les personnes peuvent monter, profiter d'une dégustation d'une fondue savoyarde
Et face au coucher de soleil, ah oui, c'est vraiment magique. Hein. Donc la vue Vraiment est dégagée. magique. Oui, ah bah oui. C'est forcément. déjà un premier point. Le Oui, Mont-Valais, voilà. c'est la montagne des Annéciens. C'est vraiment le terrain de jeu. C'est la Bastille à Grenoble. C'est-à-dire que c'est accessible. On y trouve des trailers, des randonnées, des familles. Et c'est vrai que là, on a un point de vue naturel qui est sur tout le lac, qui est magnifique. Et un coucher de soleil à tomber par terre. Tu l'as fait, Laurent? Ah oui, j'y vais souvent. Enfin, j'ai pas fait l'activité. Non, mais pas celui-là, oui. je suis allé souvent au D'accord. coucher de soleil au sommet du Mont Verrier. D'accord. Et c'est vrai que c'est un endroit, c'est magique. Hein. Tu partages la fondue la prochaine fois. Ouais. Du coup. Ouais. On se retrouve vraiment entre passionnés de la montagne. Et le week-end dernier, justement, juste avant de descendre en rappel, il y avait une highline qui était installée juste à côté. Donc on a pu profiter d'une belle traversée en highline. D'accord. C'était chouette. Il ne faut pas avoir le vertige quand même et avoir 18 ans, c'est ça Ben voilà, faut pas avoir et aimer le fromage. vertige. Mais après, ça reste quand même accessible. En règle générale, les personnes savent directement si elles en sont capables ou pas. Mais ça reste quand même très accessible, même pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué l'escalade. Il est possible, après vous êtes encadré, il y a le guide qui est là, qui reste là toute la nuit également. Donc voilà, si... Et ils dorment les gens oui. En fait, tout Ils font des dépend, cauchemars. tout dépend des personnes. En fait, on va avoir des personnes qui vont dormir comme des bébés, qui vont s'endormir. Et puis il y a d'autres personnes qui vont vouloir profiter de cette nuit à 100%. Ils ne vont pas dormir pour pouvoir regarder les étoiles et puis profiter de cet instant un peu exceptionnel et unique à vivre une fois, quoi. On mange de la fondue, on boit pas. Non. Pas trop. Parce que Non, c'est pas très parce que recommandé aussi. c'est une activité à risque. Voilà, il faut Et, garder tout son exactement. esprit. Et puis le lendemain matin, il faut repartir aussi. Donc il faut remonter. Du coup, on remonte en via cordata. Donc on fait une petite randonnée à verticale pour rejoindre le sommet. Et puis après, on redescend tranquillement à travers la forêt pour rejoindre le parking. Alors, Pas de vin blanc dans la fondue. non. Ouais, si Un c'est petit peu cuit, quand même. voilà. Mais bon, quand même. ça compte pas. Voilà, sinon c'est nous qui nous évaporons et pas le vin. En revanche, alors pour tous les, je sais pas, les enterrements de vie de jeunes filles, de garçons qui nous écoutent et qui se diraient ça serait quand même une surprise de fou. Bon, on saute pas, hein, c'est-à-dire on reste accroché. Enfin, c'est pas un saut à l'élastique ou autre. Peut-être un truc à imaginer, mais alors bon courage. Mais on peut y aller avec à combien en fait, quelle est la capacité d'accueil de cette activité et combien ça coûte? Eh bien, cette activité est possible autant entre amis, en couple. En couple, ça marche vraiment très bien. D'ailleurs, il y a 3 semaines, nous avons emmené un couple de jeunes femmes pour une demande en mariage. Ah. Et c'était vraiment exceptionnel. En plus, elles étaient que toutes les deux, du coup. Parce que le guide peut n'a être... peut-être pas envie de rester là. Non, mais si. Ah Si, non, non, fondu. non. Mais Le guide est resté là, mais je veux dire, on peut emmener jusqu'à 6 personnes. On pose jusqu'à 3 porte-à-ledge maximum parce que c'est 2 personnes par porte-à-ledge. Et ce jour-là, on a un peu fait exprès aussi pour qu'elles puissent avoir vraiment... être privilégiées sur la paroi et elles étaient que toutes les deux et puis elle a dit oui donc c'était alors justement, alors on est un petit peu hors sujet, mais si vous jouez un petit peu sur les amoureux, j'avais lu une étude où psychologiquement, lorsqu'on est dans un endroit, dans des conditions de sensations très fortes, où on lutte aussi, en tout cas le corps et l'esprit a l'impression de lutter, bah, visiblement, si vous êtes sur le point de conclure, là, ça peut marcher et vraiment renforcer. Et j'ai vraiment lu, c'est une étude scientifique très sérieuse. Et voilà, on a un lien qui se crée justement avec la personne qui se trouve à côté de nous. Voilà, oui, c'est très sérieux. Donc, voilà, il y a un truc à jouer là, peut-être pour vous aussi. Ouais. Et ça coûte 390 € par personne, ce qui comprend du coup à partir du départ du parking, la randonnée, la descente en rappel, après la nuit, le dîner. Le petit déjeuner, j'ai oublié de le mentionner, mais le petit déjeuner le matin sur Portaledge avec le lever de soleil, c'est délicieux. Ça, c'est pas mal. Eh ben, on fera une émission là-bas, hein, Laurent? Sur un porte-à-ledge. Tout à fait. Ah, mais nous, rien ne nous fait peur. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Rose, de nous avoir prévu ça. Allez, Camille, qui est vraiment notre consultant, notre fil rouge, rien ne te fait peur, de toute façon. Donc, ça, c'est important d'entretenir la peur. C'est quelque chose qui est très bon à entretenir pour se permettre d'avoir de la marge après dans les activités qu'on fait. Entretenir cette peur, ça permet d'avoir toujours la bonne technique et de ne pas se dire je suis en pleine confiance. Derrière, ça te remet en cause.
c'est important de la garder. Et puis, La peur est un signal, Ouais. comme on dit. C'est un signal, c'est un garde-fou. Ouais, carrément. C'est important de la garder et de l'entretenir. Ouais, carrément. Oui, alors, la slackline, comment dire? C'est important d'avoir peur, j'imagine, même à 50 cm de haut de toute façon. Donc, vous savez ce que c'est que cette activité qui est marcher sur un fil souple, on va dire, sur une corde. C'est une sangle, du coup. Ouais. Voilà. Sur une sangle. C'est très tendance aujourd'hui d'ailleurs dans les parcs, dans les jardins. C'est une activité qui marche bien. Mais alors vous, on va regarder justement cette activité que vous faites. Donc vous êtes ambassadeur du festival de slackline de Valloire. C'est du 5 au 8 août. Encore une fois, on touche du bois. Voilà. Donc ça peut aussi se faire. Non, voilà. Donc vous, c'est la slackline extrême, on va dire. Alors, c'est la slackline avec beaucoup de personnes, beaucoup de... Déjà. C'est ça, c'est vraiment toute l'organisation humaine qui est très importante dans ces projets. La confiance qui règne au sein de l'équipe, c'est vraiment essentiel pour réaliser tout ça. Et du coup, on peut dire que oui, les installations sont extrêmes. Après, donc, on est sur de la redondance de partout dans nos installations. Donc ça permet d'avoir une marge sur ce qu'on peut faire. Donc après on commence tous au sol. Enfin, il y a quelques cas où les gens commencent dans les airs. Mais voilà, c'est tous au sol. Et puis c'est très ludique. Ça permet d'avoir un état méditatif vraiment plus accessible. Donc ça, c'est au col des Rochis. Là, c'est la dernière qu'on a vue. Donc un tout petit peu plus loin, il y a l'Aiguille Noire. Donc c'est un des secteurs de Skyline qui va être rendu accessible au Valloire Highline Festival, donc un premier festival du genre où on va permettre aux highliners de s'initier à l'alpinisme et du coup à la Skyline, le terme qui a été défini un peu par les Flying Frenchies, où il y a une accessibilité en alpinisme avec un visuel aussi du coup d'un monolithe. Alors ça, je sais pas si eux dans leur définition ça a été ou pas, mais moi j'aime bien ça. Je me dis qu'au moins c'est vraiment quand il y a un visuel et qu'il y a le ciel, que le monolithe se découpe du ciel. Là, c'est une sensation très, très différente, qui est très stimulante pour le cerveau reptilien. Oui. Ouais. Ouais. C'est-à-dire on se remet en question seconde après seconde, j'imagine. C'est ça. Après, des fois, c'est les gens qui t'entourent aussi qui ont une influence sur toi pendant une traversée ou quoi. Il y a beaucoup d'émotions qui vivent à l'intérieur de toi, qui sont très, très intéressantes. Ouais. Moi, j'ai l'image d'un funambule sur les chutes des Niagara. Il y a longtemps. Enfin, j'étais pas grand. C'était déjà de la slackline. Alors ça, c'est du câble. Du coup, là, c'était un câble. Alors lui, il voulait le faire en solo, mais il n'a pas pu. Il a été interdit de faire ça, donc il avait un... s'équilibrer, il avait voilà, c'est ça. Voilà. Un pendule. Et du coup, donc ça, j'ai déjà fait une fois là, avec Denis Josselin, un stage funambule en février, là, pour tester un peu justement le câble. Donc le câble et le fil. Ça change, hein. Alors c'est marrant, ça te corrige un peu la posture et tout. Avant j'étais un petit peu plus comme ça en slack et là ça m'a remis un peu plus droit et tout. Même sur cette chaise je suis mieux et tout. Et c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. J'encourage les slackers et l'eyeliner là qui nous voient à essayer si ça les rend curieux. Puisqu'on précise qu'ici, vous êtes assis sur un pied, mais qui tient tout seul. Donc ouais, voilà, vous êtes en équilibre. L'équilibre on précise aussi que vous avez découvert aux rencontres Ciné-Montagne il y a quelques mois avec votre film sur les aiguilles d'Arves. Là, on est vraiment à un niveau, de sensation extrême. C'est un sacré défi. On en a tous beaucoup rêvé de ce moment. Ouais. Et du coup, d'avoir réussi à partager ça, on était tous... euphorique, mais aussi conscient d'être chanceux du créneau et tout. Donc, c'est sûr que c'est très, très agréable d'avoir réalisé ça. C'est quelque chose qui porte énormément. Et en plus, on veut retenter l'aventure cette année. Donc là, c'était entre la centrale et la méridionale des Aiguilles d'Arves. Je m'égare un peu, on voulait plus parler du festival, mais... oui, c'est un tout aussi. Et le film s'appelle Arc-en-Ciel. Je sais pas si ça, c'était réalisé par Antoine Ménage. Ouais. Donc là, il y a encore une diffusion le 17 juin au Cinéma Malraux. Et puis un peu à gauche à droite dans des festivals encore pendant l'été. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, là il est passé dans un festival et c'est vrai qu'on a vraiment le souffle coupé. Et puis vraiment il y a toute l'énergie, l'ambiance entre les copains et tout, et c'est vraiment, ça se voit que ça les fait rêver et qu'on partage vraiment pendant tout le film leurs rêves, c'est vraiment, mais plein les yeux, vraiment.
la mise en œuvre en fait du câble entre les. Donc j'imagine qu'il y a une logistique importante et que vous êtes une équipe pour passer le câble d'une aiguille à une autre. C'est le style himalayen dans les Alpes, quoi. C'est vraiment. On charge, on pose les trucs à gauche à droite et puis après on guette le créneau, quoi. C'est pour tendre le câble, j'imagine que. Alors du coup ça se passe après, du coup dès qu'il y a la logistique qui est prête, ça se passe en 5 heures. On avait compté moins de 5 heures. 5 heures, on a fait en 4h45 l'installation du donc c'est que des gens qui ont énormément d'expérience qui peuvent se permettre ces temps-là. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable, un défi. Des éléments de sécurité importants. Alors on va parler du festival quand même. Qu'est-ce qui va se passer quand même, mais évidemment. Alors, aussi, qu'est-ce qu'un festival de la SLAC alors? Alors donc le Valoir Align Festival, donc qui est co-organisé par l'AFFCAM, Valoir Tourisme, et puis du coup nous qui portons le projet Sky Expedition, donc qui est une source de projets en montagne. Qui est une asso, Sky Expedition. C'est ça. De loi 901. Et puis, du coup, là, l'idée, c'est de rendre accessible un peu toutes les pratiques et de les combiner. Et en plus, en mixant les pratiquants. Donc, il y aura des personnes qui seront plus ou moins confirmées dans leurs diverses pratiques, des personnes qui ont mis déjà un petit pied dedans et qui ont envie d'un peu plus, et puis des personnes complètement novices qui vont un peu voir ça et est-ce que je vais tenter. Il faut pas avoir peur du ridicule, c'est important de tomber plein de fois, de tester plein de choses, c'est vraiment la chute, ça fait partie de... Donc là, faut pas y aller en couple ou avant de... Voilà, ça, c'est le contraire de... ça dépend, ça peut... c'est un lien. Il faut assurer, faut être à la hauteur. Là, c'est ça, donc là, les initiations de Via Ferrata, d'escalade et d'alpinisme seront couvertes pédagogiquement par des bénévoles brevetés de la FFCAM, des guides de haute montagne. Et puis, donc pareil pour les estivants et les festivaliers. Donc ça permettra de mixer en fait pendant le festival les divers pratiquants et d'avoir une mixité et des disciplines et puis une coéducation renforcée par cette organisation-là. Ouais. Super. Et c'est du 5 au 8 août, dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Allez, un petit mot sur Valoir aussi, puisque vous êtes là, Camille. Valoir, c'est un terrain de jeu super. Il y a été comme hiver, on peut se faire plaisir. Bon, l'automne peut pleurer un peu plus. Désolé, ils vont m'en vouloir un peu. Mais c'est super beau. Il y a un terrain de jeu vraiment de ouf. Il y a le Tabor, t'es à la mixte. Donc, t'as le massif des Arves, les Cerces, le Tabor, le Galibier. T'es vraiment dans un terrain de jeu en fait tip top et du coup les grimpeurs faut y aller, il y a pas mal de grandes voies, il y a beaucoup de potentiel en escalade libre et puis en alpinisme, voilà. Eh bien super, on a fait le tour, merci beaucoup parce qu'on arrive au terme de cette émission, on aimerait tellement vous avoir un peu plus longtemps, mais d'abord le coup de pub, attention, le coup de promo pour la notre sortie partenaire. du nouveau numéro Ski Chrono à partir du 21 juin et tout l'été avec Alexis Pinturo, un 100% Pinturo consacré au vainqueur du Gros Globe de Cristal. Voilà, vous saurez tout en lisant ce spécial Pinturo. Et si vous voulez le making-of aussi, vous revoyez sur telegrenoble.net, oui, si c'est ça, le making-of, on va dire, évidemment, c'est Esprit Montagne spécial Alexis Pinturo à Courchevel. Il nous avait amené à la rencontre de tous ceux qui ont participé à sa réussite et à tout ce qui fait son environnement. Eh bien, merci à tous. On vous souhaite un très, très bel été. Et puis, faites-vous plaisir à vous aussi, derrière votre écran. Allez-y, ça vaut le coup. Merci à tous. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.